pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 avec Isabelle Motro. Philippe Alfonsi. Jérôme Bonaldi. Non, incroyable. Gérard Miller. Et pour la première fois parmi nous aujourd'hui, Pierre Bouteiller. Pierre Bouteiller. Non, attendez. Pas le Pierre Bouteiller historique. Celui de France Inter, de France Culture. Et d'Europe 1. Il y a qu'une seule façon de le vérifier, il faut lui demander de dire bonjour. Attendez, chut. Europe numéro 1. Quand j'ai commencé, ça s'appelait Europe numéro 1. Europe numéro 1, j'avais oublié ça. On pourrait relancer le numéro. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça s'appelait comme ça, je suis désolé. Pouvez nous vous faire bonjour juste pour vérifier si c'est vous. Bonjour. Voilà. C'est bien lui. Oui, c'est vrai. Ah, c'est fou. Quand vous dites bonjour, on se croit revenu au bon vieux temps. Le j'ai 20 magazine ans de moins. de Pierre Bouteiller. Mais oui, Gérard, auquel vous avez participé, Absolument. puisque vous avez participé à mon émission, et je vous en remercie encore. Mais quel a été le premier homme à me faire confiance à la radio, même avant Laurent? Ah oui. C'était Pierre Bouteiller, j'ai travaillé avec On vous Pierre en doit des Bouteiller. conneries quand même, Pierre Bouteiller. Et vous ne savez pas tout. Moi, je crois que c'était l'époque où Gérard faisait une analyse de chansons, je me trompe? Dis, on va pas faire les anciens combattants quand même. Non, Isabelle, c'est moi, vrai, mais il j'espérais. faisait ça très bien. J'espérais, On a mais- oublié ça. Enfin, je peux dire un mot, Oui, Laurent. je vous en prie. Je suis content d'être ici, parce qu'enfin, il était temps que j'arrive pour faire chuter la moyenne d'âge. En tout cas, Europe 1 n'a pas changé d'adresse. Hein, vous avez reconnu la maison. Il n'y a que la maison que je Oui, reconnais. même Philippe Alfonsi est encore là. Hein. Oui, voilà. Il y a des choses qu'on ne déracine pas. Notre patron, Jean-Pierre Elkabbach, vous l'avez croisé? Pas ce matin, parce que je suis venu ce matin déjà, avant de revenir cet après-midi. Et mais je l'ai C'est déjà. là qu'on sent le pro. Hein. Ah là 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 là. Le type qui vient avant. Ah oui, bravo. Mais je l'ai déjà rencontré dans cette maison et ailleurs. Bon, alors écoutez, on va évidemment sacrifier à la tradition quelques mails. Il y en a peu qui vous concernent, c'est normal, c'est la première fois que vous venez aujourd'hui. Il y en a peu qui concernent aussi Philippe Alfonsi, mais c'est normal, personne ne lui écrit. Absolument. Mais Olivier, quand même, m'envoie ce mail pour me dire et me donner surtout ce message adressé particulièrement à Jérôme Bonaldi. Monsieur Bonaldi, vous avez dit lors de votre présentation du Sudoku, qui fait fureur en ce moment, ce nouveau jeu, qu'il avait été inventé par les Japonais. Eh bien, je dois vous dire, monsieur Bonaldi, non, le Sudoku a été inventé par Leonhard Euler, un mathématicien suisse, sous le nom de carré latin, au XVIIIe siècle. Les Japonais ont certes redécouvert le concept diabolique du Sudoku dans un magazine américain dans les années 80, mais ce sont les Suisses qui ont inventé le Sudoku. Ouais. On peut même remonter plus loin, c'était les latins eux-mêmes qui faisaient les carrés magiques. Bonjour à tous, c'est mon anniversaire aujourd'hui et rien ne me ferait plus plaisir qu'un petit bisou d'Isabelle Motro, me dit Julien, à travers les ondes. Tu dépends quel âge il a. Ah bah écoutez, pourquoi alors? Non, mais bon, oui, alors, bon anniversaire, Julien. Parce que toi, voilà. tu ne souhaites les anniversaires qu'à partir de quel âge exactement? S'il y a une jusqu'à quel tranche. âge Il y a une tranche. C'est très étrange. dont tu ne fais plus partie, Gérard. Voilà, moi j'avais compris ça dans ce sens-là. ouais. Attention, oui, oui, Julien aime tout le monde dans cette équipe. Il dit, attention Isabelle Motro, ne vous faites pas marcher sur les pieds par tous ces hommes qui sont là aujourd'hui avec vous. Je vous trouve très sympathique. Tous, sauf peut-être une personne autour de cette table dont je ne citerai pas le nom, car Ah je oui, ne je voudrais vois qui pas c'est. faire de peine à Gérard Miller. Merci Laurent de l'avoir invitée, car c'est vendredi, je n'attends qu'elle et elle est là. Oui, si belle avec ses longs cheveux et sa voix si chaude. Ce que j'aime en elle, c'est sa culture, ses connaissances multiples Ça doit pas et être son moi. recul en toutes C'est choses. pas toi ça. C'est pas moi. Merci Laurent d'avoir invité la Alfonsi. Ah. C'est signé Jean Patou, épilateur conseil à la Grande Motte. Ah, c'est un nouveau personnage de... Enfin dévoilé, Philippe Alfonsi. Voilà. Hein, vous le connaissez, ce Jean Patou? Pas du tout. Ah, j'ai quand même un mail pour vous déjà, Pierre Bouteiller. Dites donc, Muguette qui me dit bonne nouvelle, Pierre Bouteiller rejoint votre équipe cet après-midi. Bienvenue à lui. Voilà, c'est tout simple, mais c'est un message de bienvenue. Oui, je l'ai envoyé tout à l'heure, ce mail. Ah, alors là, c'est pour Miller. Gérard, vous avez encore fait quelque chose qui n'auriez pas dû faire la semaine Mince. dernière. Vous êtes mis à dos toute une partie de la population. C'est vrai. Comme s'il n'y en avait pas suffisamment déjà. Tous les joueurs de loto à qui vous avez tenté de dire la semaine passée que c'était inutile de jouer, que ça servait à rien, que personne ne gagnait jamais. Et là, et alors là, on est inondé à Europe 1 par les mails, il faut dire, de joueurs de loto qui disent que d'abord vous n'y connaissez rien en probabilité, que la probabilité de gagner au loto ne change pas, qu'il y ait 1 ou 1 milliard de joueurs, c'est la même chose. Voilà. Alors, le gain est différent, c'est ce qu'on avait précisé, évidemment, puisqu'on se partage les gains. Donc s'il y a plus de Et joueurs, on gagne moins. Ce soir, 125 millions d'euros.
à l'euro Et million. alors j'ai une lettre un peu plus précise. Gérard Miller arrive souvent à me convaincre et quelquefois il sort des arguments scientifiques pour appuyer ses affirmations imparables, voire par exemple contre les astrologues. Mais quand même, quand il a expliqué que le loto était une fumisterie, qu'il valait mieux voter pour Marie-Georges Buffet pour gagner un jour de l'argent, hein, en gros c'est ce que vous avez dit. On avait autant de chance, oui, sinon plus. Alors là, vraiment, c'est effectivement. n'importe quoi, me dit José, cet auditeur. En effet, chaque semaine, avec 2 tirages du loto, 2 fois par semaine, plus le Keno, plus l'euro million, il y a en moyenne 10 personnes qui peuvent se permettre de changer complètement de vie sans voler personne ni braquer de banque, contrairement à certains de vos amis gauchistes des années 70, Gérard Miller. Quelle 10 allusion. personnes qui peuvent s'adonner à leur passion, régler leurs dettes, faire des heureux, voyager à travers le monde, voire même créer des emplois. Comptez 10 personnes par 52 semaines, 520 personnes sur 20 ans. Cela représente 10 400 personnes. C'est sans doute très peu sur 60 millions de Français. Il n'empêche que rien aujourd'hui dans notre société ne nous permet de croire en ce rêve, pas plus le travail que nos politiques. Alors scientifiquement, je peux vous affirmer que dans les 20 ans à venir, 10 400 personnes environ auront leur vie transformée. Ce n'est pas une prédiction, c'est une affirmation. Parmi vos études, une est quasi scientifique. Lorsque vous jouez des numéros entre 1 et 31, vous avez toutes les chances de vous retrouver à plusieurs au premier rang, ça c'est vrai. Mais Monsieur Miller, continuez peut-être vous à voter pour Madame Buffet pendant que je remplis mes grilles de l'euro million et que de temps en temps, moi, je puisse rêver une seconde à faire partie de ces plus de 10 400 personnes qui auront leur vie changée, alors que jamais une personne n'aura la vie changée par Marie-Georges Buffet. Voilà. Eh ben, vous vous trompez, je répondrai simplement qu'on a beaucoup plus de chances de changer la vie en faisant grève ou en luttant qu'en jouant au loto. Et je respecte les gogos comme je respecte tous ceux qui croient. Les cocos, vous Non, voulez les dire. gogos aussi, les gogos, les naïfs. C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et je vais vous dire, sur les communistes, n'en parlons pas plus, je considère qu'ils ont beaucoup plus contribué à changer la vie des gens en France dans les luttes qu'ils ont menées à travers le siècle dernier que les joueurs de loto. Moi, je dis que pour 2 euros, tu as aucune chance de gagner. Tu te dis, j'ai aucune chance de gagner. Mais le soir, quand tu n'arrives pas à t'endormir, tu rêves que tu as 125 millions d'euros. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était la première année où on avait institué l'ISF. Je crois que c'était en 86, donc. Hein. J'avais donc fait un panel de gens qui payaient l'impôt, comme ça, et j'avais pris 2 gagnants du loto. 2 prolos, une femme de ménage, une vieille femme de ménage à la retraite, et son vieux mari jardinier. Ils étaient accablés devant la caméra de télévision. Accablés. Pourquoi ? Poursuivis par leurs copains, Ah oui. les banquiers qui les emmerdaient, etc. Ils étaient accablés. La seule chose qui avait changé dans la vie de ce monsieur, c'est que dans son tout petit jardin, il s'était acheté un énorme tracteur. Bon. Et là, à la fin, le mot de la fin de l'interview avait été la pauvre femme au bout de la table qui avait dit, ah, vous savez, hein, être riche, c'est un métier. Je cite souvent le baron Sellière qui disait « Ne donnez pas d'argent aux pauvres, ils ne sauront pas quoi en faire. » Je voudrais citer Jabouté. une phrase qui a été tenue dans cette maison par Francis Blanche, qui vous a précédé. Il avait inventé un proverbe qui disait « Qui donne aux pauvres prête à rire ». On se retrouve dans un instant après la pub. Bouteiller, Miller, Alfonsi, Bonaldi, Motro. Ah, j'en avais pour vous des mails, hein, aussi. Cher Laurent, dans l'émission de jeudi dernier, Jérôme Bonaldi nous a éclairé sur sa connaissance accrue des suppositoires. Alors. Et notamment sur le fait qu'il fallait les mettre au réfrigérateur avant usage pour qu'ils durcissent. Voilà. Ça va recommencer. Je confirme, d'ailleurs, son petit surnom à mon Jérôme Mounet, c'est Nanouk l'Esquimau. Et c'est signé Lucienne, la fameuse permanente de la rue Saint-Denis, en face du Shopping. Mais ceci dit, est-ce qu'on a la réponse? Dans quel sens il faut les... Est-ce Ah que oui, on va pas t'as remettre ça, besoin hein, de remettre ça sur la table, si j'ose dire? Non, il y a une autre affaire sur laquelle les auditeurs sont revenus. C'est cette histoire évoquée la semaine passée de cette dame qui avait vécu avec une araignée dans l'oreille pendant très longtemps, et on disait ça c'est n'importe quoi, elle ment, on peut pas vivre avec une araignée dans l'oreille pendant autant de jours et de mois, même si ma mémoire est bonne. Eh bien non, on a des témoignages de Myriam qui dit c'est vrai, moi aussi j'ai eu une araignée dans l'oreille pendant 24 heures, elle dormait pendant la journée, se réveillait la nuit, au matin je suis allé chez l'ORL qui me l'a enlevée avec une pince et elle était vivante. C'est horrible d'entendre ce grouillement dans l'oreille. J'avais essayé avec un coton-tige, mais elle s'était tapie dans un creux. Arrête. Un peu d'érudition peut-être, Laurent, d'ailleurs. Un des plus grands fantasmes dont Freud ait parlé, et un de ses patients les plus célèbres, c'était l'homme au rat. Lui, il avait peur d'avoir un rat qui lui pénètre par l'anus et qui reste à l'intérieur. Alors, j'ai une précision sur cette Vous araignée. avez d'autres détails parce que... En fait, l'araignée avait... Je vois que vous ne venez pas souvent, Pierre. Non, mais j'écoute. Hélas, vous savez, ils sont intarissables. L'araignée sur ce avait genre de- pondu en fait dans l'oreille de cette dame sous la peau, et c'est en naissant que l'araignée était sortie. Elle
n'était pas rentré. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dans l'émission de jeudi dernier, Jérôme Bonaldi a certifié qu'il n'était pas impossible qu'une araignée puisse séjourner une dizaine de jours dans une oreille. Vous pouvez le croire sans problème, car les toiles d'araignée qu'on enlève dans les orifices, c'est la spécialité de Jérôme Bonaldi, signé Raymond, à côté du bistrot Le Balto, rue Saint-Denis. Vous avez vraiment vos habitués, hein. Vous savez qu'elles sont là toutes, hein. Il est là, non, Raymond, Lucienne, voilà, c'est toujours, car Couillard est dans la salle encore aujourd'hui, hein. C'est lui, c'est Lucienne. Général Couillard, c'est lui, Lucienne. C'est le même auditeur qui nous envoie tous les mails, Pierre Bouteiller. Non, on va pas faire ça tous les jours, Couillard. Il est un peu couillon, hein, aussi. Dans l'émission de jeudi dernier, Jérôme Bonaldi a précisé que le virus de la grippe aviaire ne passait pas de l'homme à l'homme. Exact. Je confirme, ça passe pas non plus de la poule au journaliste, signé Lucienne, permanente en face du Chopi. Oui, on a quelques habitués, hein, comme ça. Oui, alors, si j'ai bien compris, il y a Muguette, Monsieur Couillard et Lucienne, c'est ça? Il y a plusieurs permanentes. Oui. Mais qui sont la même personne. Ah, d'accord. Vous relevez pas, Couillard. Non, c'est comme ça. Vous aurez, vous aussi, vos habitués. Oh, vous verrez. crains, ouais. Vous verrez. Non, mais c'est très bien ceux qui sont là. Moi, Monsieur Couillard est déjà un ami de 30 ans. Je voudrais Merci. qu'on analyse ensemble cette enquête qu'ont publiée tous les journaux et sur laquelle d'ailleurs le Figaro revient encore ce matin. Hier, le titre de France Soir, c'était « Riches ados, jeunes accros, la drogue se vend mieux dans les quartiers aisés ». Une étude menée sur 1552 jeunes parisiens. Et le Figaro revient dessus aujourd'hui en disant « À Paris, les ados chics fument et boivent en grande quantité. La consommation de tabac, drogue et alcool touche davantage les jeunes des beaux quartiers que ceux des arrondissements populaires. » On s'en doutait un peu, non? Je vais vous dire, Laurent, et je vous regarde droit dans les yeux, il faut nettoyer au Karcher le 16e arrondissement de Paris. Ah ben, faites bien, tiens. Il est revenu sur le mot Karcher, Sarkozy. Hier, il était au Havre, chez Antoine Ruffnac, ancien directeur de campagne du président Chirac lors de la dernière présidentielle. UMP, monsieur Ruffnac, c'est pas encore tout à fait prononcé en faveur de Nicolas Sarkozy. Vous avez lu le papier comme moi, il est en train d'évoluer. Oui, il a fait un pas, en tout cas, en direction de monsieur Sarkozy. Il fait son outing. Voilà, qui a fait un déplacement alors très remarqué au Havre. Il y avait beaucoup de journalistes. Il est venu vraiment en renfort dans la grande ville portuaire que je connais bien. Et j'ai l'impression que je parle comme Pierre Bouteiller, là, d'un seul coup. La grande ville portuaire que je connais. Si je parle comme ça, je quitte la table tout de suite. Je ne voudrais pas desservir l'émission. Et le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'expression Karcher en disant « Vous rendez compte, j'ai fait de la pub pour Karcher, ils ne m'ont même pas envoyé un mot de remerciement. » Ah, il appelle ça de la pub. Vrai. Ah bon. Non, mais c'est pour Vous avez rien, lu le non? papier du Figaro ou de Libération? Ah, ça, j'ai lu ça dans Libération. Eh ben, ils peut-être. ajoutent que les gens n'ont pas ri. Exact. Mais ici non plus. Hein. Non, ça nous fait Il y a pas un salon en ce moment à la porte de Versailles qui s'appelle Interclimat Elec. Il y a un stand Karcher, ça ne désemplit pas. Tout le monde se marre, ça les fait rire. Mais moi, vous savez... C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas encore, à moins que je me trompe, mais qu'il n'y ait pas encore un restaurant qui s'appelle La Racaille. Vous savez qu'il y a un restaurant à Paris qui s'appelle La Canaille. Vous ne le savez pas? Non. C'est un très bon restaurant. Il faudra... Non, si vous êtes venu pour remplacer Paul Vermus, Laurent, ne m'obligez pas à dire ce que je sais et que je ne dis jamais. c'est-à-dire, Justement, c'est un vieux truc, ça. Vous savez, par exemple, lors du fameux, l'un des fameux débats, je sais pas si c'était Chirac-Mitterrand ou Mitterrand-Giscard, peu importe. Mitterrand avait ostensiblement apporté une chemise. Il avait la main dessus tout le temps. Sur le thème, attention, si tu franchis la ligne jaune, moi j'ai l'affiche, je peux balancer. Et à la fin, on s'est aperçu qu'il y avait rien dans la chemise. ah, et donc vous n'avez rien contre Vermus? Et rien contre vous. Et rien, ben ça c'est mieux. Contre Vermus, c'est emmerdant. Ça m'aurait intéressé. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Miller, Bouteiller, Alfonsi. Oui. Quelque chose. Oui, Gérard. Je sais pas si vous êtes sensible à ça, vous qui connaissez encore mieux que moi la radio, mais depuis qu'il y a Pierre Bouteiller, il y a une ambiance à la fois gaie, érudite, sans animosité, enfin tout le contraire de ce qui se passe. Pierre regarde ses chevilles qui enflent. Oui. Non, je regarde si mes mocassins sont bien brillants. Madame Bachelot, hier, a été nommée par Nicolas Sarkozy, je reste sur l'UMP, secrétaire générale adjointe. Elle est promue, en quelque sorte, Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de l'écologie, experte
ex-porte-parole du candidat Chirac, devient ainsi le numéro 5 de l'UMP. Et donc, on comprend qu'elle est définitivement sarkozyste. Voilà, elle est récompensée, puisqu'en effet, elle C'est avait elle commencé qui avait décelé la prothèse auditive du Oui, et président. puis elle a lancé plusieurs piques à Chirac au cours des temps, alors que je crois qu'ils se tutoient l'un et l'autre, qu'ils s'aiment bien, et voilà. Les gens prennent déjà place auprès de Monsieur Sarkozy. Pas tous, hein. Il y avait un papier très intéressant cette semaine qui nous disait que les députés UMP attendaient avant Ils voulaient pas refaire l'erreur. On s'en rappelle, à l'époque, Balladur était donné comme gagnant, et donc tous les députés gaullistes de l'époque avaient pris plutôt fait et cause pour Balladur. Je te rappelle d'ailleurs que c'était un tandem Balladur-Sarkozy déjà. Bien sûr. Vous avez raison, Philippe. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, on donnait tellement Balladur gagnant qu'on se demandait, il y en a des Balladuriens qui disaient, ça serait mieux quand même s'il y avait un second tour. Est-ce que je suis le seul auquel Nicolas Sarkozy a écrit un mail? Pas moi, non. Alors, Moi, je il m'écoute, me mais il demande m'écrit par pas. quel canal, mais c'est la deuxième fois que je reçois un mail de Nicolas Sarkozy, évidemment, mail envoyé à des milliers ou des millions de personnes, où 4 possibilités me sont offertes: adhérer, devenir sympathisant, faire un don ou faire un certain nombre de commentaires. Ah bon? Voilà. J'ai choisi la 4e option. Je pensais qu'il te proposait de devenir Sarkozy. Je savais que les facteurs se trompaient parfois de boîte aux lettres, mais Internet, je savais pas Ah ben encore. oui. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs Donc, c'est comme pas- moi qui ont reçu ce mail. C'est pas un coup de Besancenot. Non, Donc, je vous félicite parce que moi, j'ai pas de correspondance Bah, avec Sarkozy. Mais j'ai eu Antoine Gallimard au téléphone et il m'a dit qu'il s'apprêtait à publier dans la Pléiade la correspondance Miller-Sarkozy. Une disparition dont on peut parler, c'est annoncé par Libération ce matin. Vous l'avez peut-être entendu sur Europe aujourd'hui aussi, cette info. Wilson Pickett, ça vous dit quelque chose? La Saoul. Il est mort hier en Virginie, aux États-Unis, d'une attaque cardiaque. Il avait 64 ans, un chanteur soul afro-américain. 64 ans. Comment Oui. peut-on mourir aussi vieux? Alors, j'ai pas l'impression que vous connaissez parfaitement Wilson Pickett autour de cette table. pourtant, c'est ton genre, ça. C'était des disques Pardon. en Wilson vinyle à l'époque. Pickett. Il y avait une face Oui, mais- rapide, une face lente, et il y avait sur la face rapide Wilson Non, il y avait Pickett. des extended play, vous le savez. Oui. Il y avait donc parfois 4 titres 4 sur un 45. Moi, j'en ai qu'un, là, de titre. In the Midnight Hour, Bah, Wilson c'est celui qui l'a Pickett. fait connaître. Ça y est, vous savez qui c'est maintenant, Wilson Pickett? Oh, ça c'est vrai, c'est la petite Madeleine. Hein. Ça nous rajeunit, hein. Vous l'appuyez comme ça, la petite Madeleine. Donc, il avait raison, Jean Patou de la Grande Motte, alors. C'est Muguette. C'est Miguel. Non mais c'est bien de réécouter comme oui, ça c'est Wilson Pickett, dont on a annoncé la disparition ce matin, parce que c'est vrai que le nom dit quelque chose et puis parfois on oublie la musique. Et en revanche, dès qu'on entend la musique, ça on n'a pas oublié. Et en plus, c'était un black comme comme dans les histoires. C'est-à-dire qu'il a commencé dans le genre, son papa faisait du coton, il était très très pauvre, et puis ensuite il est monté en ville et il a été reconnu par quelqu'un. Je reviens un instant à la politique avec les dates de la présidentielle en 2007. merci, je les note, allez-y. Non mais c'est vrai, on en parle tellement, mais on ne sait pas exactement quand on va devoir aller voter. Alors ce sera le 15 ou le 22 avril 2007. 2 dates sont possibles, nous rappelle François ce matin, pour l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Le 15 ou le 22 avril 2007, selon le Conseil constitutionnel. Selon le cas, le second tour aurait lieu donc évidemment soit le 29 avril, soit le 6 mai pour le deuxième tour. Donc le mandat de l'actuel chef de l'État élu en mai 2002, on parle de Monsieur Chirac évidemment, prendra fin le 16 mai 2007 à minuit. L'usage qui prévaut est de toujours choisir la date la plus tardive afin de réduire le délai entre l'élection du nouveau président et l'expiration des pouvoirs du sortant dans le cas où il ne s'agit pas d'une réélection. Donc, a priori, si on suit l'usage, ce serait plutôt le 22 avril qu'on irait voter. Pour qu'il n'y ait pas au de premier vacances. tour. Pour qu'il n'y ait pas trop de vacances. Oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que si vous regardez 2012 pour les Ça candidats y est. qui rateront 2007, le 15 et le 22 avril 2012, c'est également des dimanches. C'est pas par quel phénomène, mais qui doit certainement s'expliquer. Donc, vous pouvez, ça serait bien qu'on fasse. Mais Gérard, c'est ça la réforme capitale du quinquennat, c'est pour que ça Non, tombe non, ça je peux toujours vous dire, Ah quoi. oui. On n'ira pas voter en 2012 parce qu'on sera en plein JO. On va se gêner, c'est la deuxième partie avec Isabelle Motro, Pierre Bouteiller, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi. Janvier est décidément le mois des retours. En 2006, retour de Cécilia Sarkozy dans un autre genre sans transition, comme dirait Claire Chazal. Retour de Ben Laden aussi, Philippe Alfonsi, qui nous manquait pas vraiment, hein, il faut dire. Mais en tout cas qu'on a revu hier sur la fameuse On chaîne. l'a entendu, je crois, seulement. On l'a pas vu. Ben hein. Laden est revenu habiter avec Sarkozy. Ah, on l'a vu un peu sur la chaîne Al Jazeera quand Oui, même. mais c'était Ah non, non, des une- vieilles images. Les images. c'est des vieilles images, c'est le son, sa je crois, voix. qui a Ah, que je la voix. pensais, c'est-à-dire qu'ils ont fait un playback alors en quelque Voilà, sorte. c'est La la cassette audio.
studio. Oh, mais alors là, si on nous trompe... Mais la Une mauvaise CIA qualité. authentifie le truc. C'est vrai que c'est étonnant que sur le son, quand même. Est-ce que c'est vraiment la seule vedette de l'actualité qui s'exprime en playback? Moi, je ne fais pas entièrement confiance à la CIA lorsqu'elle authentifie la voix de Ben Laden. Moi, je pense en que effet vivant, mais bon, la CIA a aussi intérêt à que maintenir le spectre. En tout cas, il réclame une trêve. C'est ça qui est intéressant, Ouais. quand même. Que les États-Unis ont refusé. Ah bon? Oh tiens, quelle surprise. Chez les flics, on cherchait à qui profite le crime. Là, je me dis, à qui profite Ben Laden? Ah, je vois ici que l'esprit anti-américain circule. Heureusement que vous êtes là, Gérard. Je suis là parce que non, je dis En que tant Bush que a certains défauts, porte-parole c'est vrai. porte-parole bouchien. Ouais, Mais absolument. Bush a certains défauts, mais Mais il a quand même des qualités humaines, certaines. Donc le retour audio de Ben Laden, le retour audio de Pierre Bouteiller. Non, c'est une drôle de journée. Hein. Attendez. Mais quand est-ce qu'il va le dire? Ça y est, c'est fait. Bah tiens, profitons de votre présence, Pierre, dont on sait que vous êtes peut-être ici le musicologue le plus averti. Peut-être, oui. Peut-être. averti, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire, puisque par exemple, dans 20 minutes, mais c'est pas le seul journal, je cite ce gratuit parce qu'effectivement aujourd'hui, il consacre une page entière au 250e anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart, et ce journal nous propose de nous balader sur les traces du virtuose entre Salzbourg et Vienne. Alors je sais pas si vous avez déjà fait ce parcours, si ce n'est initiatique, en tout cas parcours de mémoire. Initiatique est le bon mot. Vraiment, vous l'avez fait ce parcours Non. à Salzbourg? Non, et... je suis allé une douzaine de fois à Salzbourg, je suis allé souvent à Vienne, mais je n'ai jamais fait Salzbourg-Vienne. Par parenthèse, si vous m'y autorisez, Laurent, j'écoute avec beaucoup d'intérêt votre émission, en particulier la rubrique de Liado, qui trouve toujours des plagiats, des rencontres musicales. C'est très bien fait parce que c'est toujours dans la même tonalité. Et je voulais lui en suggérer une à propos de Mozart, c'est pour la prochaine fois. C'est-à-dire qu'il s'il écoute le 25e concerto de Mozart, concerto en ut. S'il l'écoute chez lui, ça marche quand même? Pourquoi chez lui? S'il écoute le 25e concerto en hutte, mais il vit pas dans une hutte. Oh là là. Oui. oui, ça, faut s'habituer. Vous savez, moi je connais pas la musique. Hein. Faut s'habituer. Et moi je connais la prononciation, je redis en ut. Et là j'ai dit en ut. Ah, pardon. Alors, au bout de 7 minutes, Eh bien, il y a le thème de la Marseillaise. Je vous le Serge dis. Giado va effectivement oui. travailler là-dessus. On n'est pas obligé, c'est une suggestion que je fais. Moi, je vous proposais de vous balader à Salzbourg et à d'accord. Vienne, parce que on peut par exemple à Salzbourg visiter la maison où est né le prodige. Alors on peut par exemple y voir évidemment une assiette dans laquelle a mangé Mozart, un petit violon, son piano forte, nous dit-on. On peut ensuite aller. Ah, et aussi, il y a la porte qu'il n'a pas ouverte. On peut ensuite aller à la cathédrale, voir où Mozart jouait de l'orgue quand il était enfant. Une halte, nous dit-on, s'impose au très beau café Tomaselli. Moi, je ne Oui, connais magnifique. pas. Ah oui? Ah oui, Oui, super. mais vous savez, la Getradegasse, c'est là où il y a la rue natale de Mozart, c'est la Getradegasse. Et il y a tout est en tête de gondole pour Mozart, c'est-à-dire les charcuteries, les magasins d'ameublement, les parfumeries. Il y a du Mozart partout. Le salon du Mozart ménager, il y a tout. Oui. Ah, attendez, je vais la noter. Et dans ce café Tomaselli, on peut jouer au billard, tout comme lui jouait-il, paraît-il, au billard. Bien sûr, il y a plein de témoins encore. Oui. En composant. On a testé. Non mais alors, en composant ses œuvres, c'est-à-dire qu'il jouait au billard et il composait en même Oui, temps, enfin, c'est vrai ça, cette bon. histoire? Vous n'y croyez pas, hein? Oui, non, il y a un temps pour jouer au billard, il y a un temps pour composer des C'est pas œuvres. sûr, il est mort tellement jeune qu'il a bien dû faire plusieurs choses à la fois. Mais Sinon, il n'aurait pas je pu ne sais écrire pas autant. à quelle date remonte l'invention du billard, honnêtement. Avant Mozart. Oui. Parce que, si tu veux, sinon il n'aurait pas pu y jouer. Moi, j'ai des principes assez simples. Non, moi, je suis très rationnel. Je joue pas au loto, mais je suis quand même Mais vous rationnel. composez. J'ai été incroyablement choqué par les propos que tenu soi-disant de son vivant Glenn Gould sur Mozart, que je ne connaissais pas et qui m'ont littéralement scandalisé. Il dit c'est un très mauvais compositeur. On dit qu'il est mort jeune. Non, il n'est pas mort assez tôt. On dirait Françoise Hardy. Vous savez qu'elle- Oui, elle a dit la même chose. Mais elle a dû copier. Là aussi, il faut dire à Liado. Il Oui. faudra qu'elle regarde. Mais Glenn Gould, je connaissais pas cette citation, mais c'était un provocateur. Ouais. C'était un sublime pianiste, mais c'est très bien qu'il détestait Mozart. C'est très bien, c'est bien qu'il ait pu le dire. C'est vraisemblable. Oui. J'ai laissé un blanc pour pouvoir dire que le silence après Pierre Bouteiller est toujours du Pierre Bouteiller.
Très joli. Une C'est bouteille vrai. à la mer, oui, ça marche encore, on peut y croire. Une fillette britannique âgée de 4 ans a lancé en juillet dernier une bouteille à la mer contenant un message et un dessin, un petit dessin, depuis le nord-ouest de l'Angleterre. Et cette semaine, la jeune fille a reçu une réponse de Bob, un petit garçon de 10 ans qui habite, lui, à Perth, dans l'ouest de l'Australie, et qui racontait, lui, avoir découvert cette bouteille dans un chantier naval australien. Donc ça On marche. a bien voyagé. Ah, Ça, c'est Jérôme, beau, ça. Jérôme a l'air de... Il est pas d'accord. Non, il n'y croit pas à ça. Je suis dubitatif. Ah, tu vas Est-ce- nous faire un cours sur le L'ouest de courant. l'Angleterre jusqu'à l'Australie. Et est-ce que Il y a ça de marche l'eau, cette hein. histoire avec les ballons? Quand j'étais petit, on faisait ça. C'est-à-dire qu'on mettait l'équivalent de ce qu'on met dans une bouteille avec l'adresse, le nom, et on envoyait ça dans un ballon qui partait. Est-ce que c'est possible qu'il arrive vraiment très loin? Oui, le si ballon vous prenez par exemple l'avion avec le ballon. Le conseil, un conseil, le ballon surtout, ne le gonfle pas trop. Gonfle-le très peu. Tu ne gonfles pas, tu le mets dans une enveloppe, tu vois. Et tu mets un timbre. Ah ouais, c'est pas bête. Mais non, mais c'est le vieux truc des ballons météo. Vous avez Si tu compris, le Gérard, gonfles vous pouvez énormément, gonfler tout le monde sauf le ballon. tout le monde se fait avoir dans les foires. Oh Pierre, il comprend vite le principe de l'émission. J'ai fait plusieurs années de radio avec lui. Jamais il ne m'a dit quelque chose d'aussi méchant. Non, mais tout va bien. Mais je ne Nous suis pas sommes chez à moi Europe ici. 1. T'en profites. Il faut qu'il se forme parce que la semaine prochaine, il va rencontrer Pierre Bénichou. Oh, bon, on a un numéro très au point tous les deux. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ah, j'attends de voir ça avec Ah, impatience. mais j'attends que vous fassiez livrer un piano parce que je connais toutes les musiques dont Pierre connaît toutes les paroles. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Oh la mauvaise nouvelle. Oh, quel cauchemar. Et là, attendez, il y a encore pire. Faites venir un piano pour la semaine prochaine. Il y a encore, Oh, il y a l'horreur. encore- ce qui est- c'est encore plus horrible que vous croyez. J'ai peur de jouer comme il chante. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Pierre Bouteiller, Jérôme Bonaldi et Gérard Miller. Ce soir, sur France 3, peut-être regarderez-vous Pièce à conviction, le magazine d'Élise Lucet, c'est à 23h15. Et alors, on va pouvoir y voir des témoignages assez hallucinants d'agents de sécurité qui travaillent dans la grande distribution, Jérôme Bonaldi. Et moi, j'ignorais ces pratiques vraiment étonnantes. C'est-à-dire que, finalement, ce ne sont pas les clients les plus surveillés dans les supermarchés, ce sont les employés du Carrefour, du Auchan, je vais les citer tous, mais... Il y a ce qu'on appelle la démarque inconnue, c'est-à-dire en gros le vol. L'essentiel de la démarque inconnue, c'est pas fait par les clients, c'est fait par les salariés eux-mêmes. Ouais, je sais C'est pas si logique. vous pouvez dire ça comme ça, c'est faire porter a priori une suspicion sur les salariés. Non, et de c'est- voir, d'après ce que je sais sur ce document que j'ai pas encore vu, puisqu'il passe ce soir, tout à l'heure, dans quelques heures, je pense que il y a un détournement des caméras qui sont là pour surveiller effectivement, non pas les clients qui feraient de la démarque inconnue, comme vous dites, mais surveiller les salariés. Donc, Oui. a priori, ils ont une présomption de culpabilité. Je trouve ça, a priori, moi aussi, Oui. je n'ai pas encore vu le document, un peu préoccupant. Oui, Je parce suis que très ce- content de vous en faire réagir comme ça, c'était prévu. C'est pas du tout, c'est pas du tout pour surveiller. On est les Stone les- et Chardin de la sociologie tentative. C'est pas du tout pour surveiller les employés qui voleraient. Jérôme Bonaldi, on nous expliquera dans ce documentaire ce soir que c'est surtout pour essayer de trouver des raisons de licencier des employés qui seraient plus ou moins syndiqués, qui auraient des salaires trop anciens et trop importants et qui coûteraient trop cher à la grande surface, de manière à pouvoir effectivement les licencier avec une bonne raison. Par exemple, un type raconte, un agent de sécurité raconte qu'exprès, on amène, il se fait passer pour un client et il amène un portefeuille bourré d'argent à l'endroit, vous savez, où aux objets perdus, il y a toujours ça à la caisse centrale du supermarché, là aussi, où parfois on se fait enlever les choses de sécurité autour des DVD ou même des rasoirs, puisqu'on peut plus rien acheter sans passer par là maintenant. Mais et là, il donne ce porte-monnaie bourré d'argent en disant « J'ai retrouvé ça dans le magasin, peut-être quelqu'un viendra le réclamer. » Et on fait ça pour voir si l'employé va pas évidemment vider le portefeuille en C'est question légal. avant éventuellement de le Non, rendre. Mais non, c'est pas légal Et du tout. c'est justement, ça, ce qui c'est est, pas ce qui est légal. vachement intéressant, c'est que il y a un type là qui a fait une espèce de confession parce que pendant des années, je crois une dizaine d'années, il a travaillé pour Carrefour en l'occurrence, et on lui a fait faire des trucs comme ça, c'est-à-dire de plus en plus Ah oui, loin, c'est pas c'est-à-dire légal. faire tomber Ça m'étonne des patrons, ça, des alors là. cadres, etc. Et là, ensuite, Carrefour l'a licencié, et donc maintenant.
Il se venge et il dit oui, je me venge, c'est vrai. Mais en plus, je libère ma conscience parce qu'il a gardé toutes les preuves. Et donc, il les redonne, les preuves, aux gens qu'il a fait tomber, les gens qu'il a fait licencier pour faute grave et pour des choses qui étaient donc complètement montées de toutes pièces. Il a gardé ces preuves et il leur rend aujourd'hui. Donc, tout le monde va pouvoir attaquer. En tout cas, l'agent de sécurité raconte comment il montait ses pièges dignes de films de série B, nous explique le Parisien aujourd'hui. Il dit, donc je vous répète cet exemple-là. Par exemple, j'ai bourré un portefeuille de billets, j'ai fait porter à une hôtesse afin de tester son honnêteté. La direction voulait se débarrasser d'elle car elle était trop syndicalisée. Voilà un peu le genre de manœuvres et de pièges. Vous connaissez la célèbre histoire drôle de la femme de ménage qui commence à travailler chez une dame et à un moment donné, la femme de ménage vient voir la dame, dit écoutez, je viens de faire le ménage dans la pièce, comme on l'avait demandé, j'ai trouvé ce billet de 20 € sous le tapis. Et la dame dit écoutez, formidable, justement, je l'avais mis là pour voir si vous étiez honnête, c'est vraiment très agréable. Et la femme de ménage lui dit oui, c'est bien ce que je pensais. C'est joli, c'est l'histoire. Pourquoi quand je raconte une histoire drôle, qui est vraiment drôle, le public n'applaudit pas? Ça m'étonne. C'est quand même... Non mais je veux dire, les gens, c'est comme dans votre émission de télévision. Il y a un chauffeur de salle, comme dans toute émission, qui est tout à fait sympathique, et chaque fois que je dis quelque chose, il ne fait pas applaudir le public. Il est convaincu que ça n'est forcément pas drôle. Alors que parfois, une fois sur 100, Laurent, je dois dire quelque chose de drôle. Non, même pas. Non. Même pas. Non, mais Gérard, vous savez, parfois, il est difficile de faire deux choses à la fois. Cesse body, rire aux éclats et applaudir. Oui, c'est vrai. Non, mais Gérard, elle était bien, votre histoire. Vous voyez, très bonne. Elle était bonne, mais elle n'appelait pas non plus. C'est vrai, mais le public s'est esclaffé et applaudi lorsque vous avez fait l'histoire en hutte, par exemple, qui n'était pas quand même d'une qualité. Gérard, il faudra vous faire à l'idée que le patron de l'émission, c'est Ruquier. Je le sais. Chaque jour, dans la matinale de Canal+, il y a un journaliste qui s'appelle Pierre Mathieu qui rencontre des folles soirées de la jet set. Alors, il a eu quelques ennuis cette semaine dans la boîte de nuit L'Étoile, tenue par le désormais célèbre Tony Gomez. C'était une soirée, comme vous les aimez, Jérôme Bonaldi, Jérôme Bonaldi fronce les sourcils. Une soirée poupée Barbie, vous savez. Alors, dans ces cas-là, on invite tout le personnel, enfin, pas tout, mais une partie du personnel, les cadres, et puis quelques people à qui on offre, j'imagine, quelques poupées Barbie. Et lui, le journaliste, a eu l'idée, filmée par son caméraman, de prendre une poupée Barbie, de faire mine de la saouler, puis de l'emmener aux toilettes, la poupée Barbie, et toujours devant la caméra, il l'a fait sniffer un faux rail de coke, c'était en fait du sucre, et là, évidemment, il s'est fait... Pardon ? De coke, pas de coke. Coke. Ah ben, c'est pour ça que je me fais avoir, toujours. La coque, c'est ce qu'on trouve dans la hutte. Et là, il s'est fait surprendre, le journaliste en question. Et le problème, c'est qu'il s'est fait surprendre par quelqu'un qui travaille au marketing de Mattel. Alors Mattel, ce sont ceux qui fabriquent la... C'est le numéro 1 ou le numéro 2 mondial du jouet. Ils sont deux. Il y a Mattel et Hasbro. C'est à peu près les mêmes. Je vais prendre des notes. Et accompagnés de vigiles, ils ont expulsé de la discothèque Pierre Mathieu et son caméraman, car on ne doit évidemment pas faire passer la poupée Barbie pour une fille qui se drogue, qui picole et qu'on retrouve dans les chiottes. Ah, attendez, Mattel et Hasbro. Elle risque de s'attacher. Hasbro Matto, Mattel Hasbro, c'est à peu près la même chose. Ils font tous les deux. Non, mais ça blague, c'est les deux géants. Ils ont tout. Ils font tous les jouets marketing, toutes les licences, c'est eux. Et c'est vrai qu'on déconne pas avec Barbie. Ils sont emmerdés tous les deux à cause du phénomène Kagoy. Vous connaissez le phénomène Kagoy? C'est quoi ça? Kagoy, c'est Kids Growing Older Younger. C'est-à-dire que les enfants deviennent ados de plus en plus tôt et qu'ils se détournent des jouets de plus en plus vite. Avant, la poupée Barbie, chez les petites filles, elle durait jusqu'à 9-11 ans. Maintenant, dès 8 ans, elle a terminé. Les gamins de 9-11 ans, ils vont maintenant, ils vont plus au rayon jouets, ils vont au rayon vidéo. Moi, ça me fait penser à une autre anecdote, mais dont vous vous souvenez, puisque c'était une caméra cachée que vous aviez fait faire dans votre émission à propos de jouets. Je me souviens c'était Philippe Geluc qui était allé déguisé en Schtroumpf au parc Astérix. Vous vous souvenez de ça? Et moi, ça m'avait fait hurler rire parce qu'on est quand même dans le monde magique de l'enfance, soi-disant. Et vous vous souvenez comme ça s'était mal passé? Très mal passé. Il s'était fait vider. Ah, il s'était fait vider. Il y avait aucun motif. Il avait des bleus partout, ce qui se voit pas sur un Schtroumpf. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que quel motif invoquer? Vous êtes déguisé en Schtroumpf chez le... C'était drôle, j'avais trouvé ça formidable. Un peu de musique avec James Schtroumpf qui chante Goodbye My Schtroumpf. Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? It may be over
but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take, and as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. Un des gros succès du moment, Goodbye My Lover, James Blunt, qui déjà avait fait un carton l'été dernier avec You're Beautiful. Ah, vous aimez sa voix, hein? Non, moi c'est surtout lui que je trouve très mignon. Ah, il est craquant, hein. Vous voyez, il a une histoire incroyable, hein. C'est un garçon qui a fait la guerre du Golfe, qui était lieutenant. Oui. On a vu des documentaires sur lui et qui est devenu chanteur aujourd'hui, mais il était militaire. Comme quoi la guerre mène à tout, n'est-ce pas? D'ailleurs, je dis guerre du Golfe, je crois même pas que c'était la guerre du Golfe. Je sais pas. C'est la première. C'était au Kosovo, Ah, ouais. voilà. Vincent Delerme a été soldat au Kosovo aussi, où il s'est vraiment emmerdé et il nous le fait payer maintenant. On se retrouve après la pub. C'est le moment du livre. Sophie Garel n'est pas là aujourd'hui, ce n'est pas elle donc qui va commencer pour commenter ce livre signé Capucine Ruat. J'espère que je prononce bien son nom. Celle qui ne parle pas, c'est chez Stock. Alors on commence Il y a peut-être... pas de, vous prononcez pas le T, c'est Capucine Ruat. Capucine Ruat, si vous Elle habite préférez. Paris. L'avantage de ce livre, c'est qu'il est très court. Donc Gérard Miller, j'espère que vous l'avez lu cette semaine, vous qui ne faites pas toujours votre travail. Je l'ai lu d'autant plus que je connais très bien Capucine, c'est pour ça que je crois qu'on dit Capucine Ruat, parce que imaginez-vous, pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec elle quand elle était chez Stock. Elle est toujours d'ailleurs là, puisque un certain nombre de mes livres ont été publiés par Jean-Marc Roberts et qu'elle était son assistante. C'est un livre formidable. Vous voulez que je commence moi? Allez, tiens, d'emblée? allez-y. C'est un livre absolument formidable. C'est un livre d'une subtilité absolue. Moi, j'ai lu ça, mais comme je bois du petit lait ou du thé. Et elle a une qualité, je trouve, d'écriture qui me fait penser à cette qualité humaine que je préfère, dont on parle très rarement, qui est le tact. J'ai dit d'emblée que je la connais, mais je trouve ce livre, quand on se demande souvent pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à lire, notamment pour lire des livres comme ça. Je trouve l'utilisation du je, parce qu'elle n'arrête pas effectivement de parler à la première personne, de décrire un certain nombre de difficultés existentielles, les rapports avec le monde, la façon dont l'écriture progressivement lui est venue. Je trouve ça très très réussi. C'est vraiment un des livres les plus beaux que j'ai lus ces temps-ci. Philippe Alfonsi, puisqu'il fait la moue. Mais je faisais pas l'amour. Je disais, cet objet. C'est ce qu'on m'a dit. Oh là, bon, vous faites- C'est facile, mais c'est efficace. Hein. Pas la première Non, fois. ce livre Il fait la moue est une fois par semaine, ici. Ce livre est un objet. Vous savez, c'est ces objets qu'on trouve dans autrefois ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les salons de curiosité. Voilà, Cabinets de c'était- curiosité. Les cabinets de curiosité. Voilà. C'est son premier roman, hein, il faut dire. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire c'est un objet étrange, très très bien ciselé, avec des jolies phrases, avec bon, c'est une espèce
exploration de l'enfance, mais alors pas avec le langage de l'enfance, avec un langage très 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 ciselé, très très beau. Mais c'est le mais toujours qui est oui, intéressant. le mais c'est que bon, moi c'est vrai que parler comme ça de cette enfance étrange d'ailleurs est intéressante de ce point de vue-là d'ailleurs, avec des termes qui ne sont plus ceux d'un enfant, c'est toujours un peu gênant. Bon, ça c'est une chose. Et deuxièmement, c'est très nombrilique et c'est exactement un livre qui pour moi est le contraire, à l'opposé du bouquin de Sapienza qu'on a eu il y a 2 semaines de l'art de la joie. Voilà, c'est exactement à son opposé. C'est aussi beaucoup plus petit. Oui, en termes de pages déjà. Ça c'est clair. Bon, mais voilà, autant j'ai été emporté par le bouquin de Sapienza que j'ai trouvé extraordinaire, où vraiment on traverse l'histoire. L'art de la joie. Hein. L'art de la joie. On traverse l'histoire à la première personne. Là, on ne traverse jamais qu'une enfance à la première personne. Et c'est un peu bon. Je vous dis, c'est un joli petit objet qu'on range dans un cabinet de curiosité. Isabelle Motro. Moi, je partage assez l'avis de Philippe Alfonsi parce que c'est difficile de juger ce livre parce qu'on sent que Capucine Ruat, elle a mis absolument toute son âme dans ce livre et dans cette écriture. C'est une belle écriture. Malheureusement, c'est en effet extrêmement nombrilique et du coup, si on n'entre pas et si on ne partage pas son expérience, on ne partage pas grand-chose de ce livre, quoi. À part le fait qu'il soit en effet extrêmement bien écrit et avec un style qui est vraiment personnel et qui sans doute va lui permettre d'écrire des livres, de beaux livres par la suite. Moi, j'avoue que sur ce thème-là, sur cette enfance-là, qui n'a rien à voir avec la mienne, mais peu importe. Parfois, peut-être qu'on peut faire un peu le pitch aussi de son, enfin, raconter un peu parce que on comprend pas bien pour l'instant, pardon de vous dire ça, mais de quoi parle le livre. Le problème, c'est qu'on comprend pas bien de quoi parle le livre. C'est une fille qui a ses règles. Ah bah voilà, ça s'est résumé comme pitch. Oui, mais voilà, justement, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on peut pas le résumer comme ça. Pour te faire réagir, en gros, c'est ça. Elle est peut-être anorexique, et sa maman lui a jamais dit je t'aime, mais elle a pas fait de caresse. Donc voilà, et puis on lui a pas dit qu'elle avait. Comment vous pouvez parler de ça? Elle parle de sa grand-mère, elle parle de sa sœur, elle décrit des tas de moments de la vie avec une intelligence. La simple façon dont elle parle, par exemple, d'une gifle. Je trouve qu'il y a une gifle de sa sœur à un moment donné. Tout ça est écrit entre caresse et mais griffure. tout est écrit intelligemment. Pierre, vous êtes vraiment sévère. Non, mais moi je trouve qu'il a résumé de façon vraiment à la serpe là quand même. Volontairement vulgaire, volontairement. Pierre. Bon, je me placerai volontairement à mi-chemin entre Miller et Alfonsi, en ce sens que j'ai la chance de ne pas connaître Capucine Ruat. Je veux dire, j'ai la chance parce que je ne sais pas qui c'est. Comme ça, c'est très bien. Je viens d'apprendre qu'elle travaillait chez Stock, ce qui explique sans doute, mais à moins que ce soit une coïncidence, qu'elle soit éditée chez Stock. Qu'il est méchant. Non, mais c'est vrai, je ne savais pas. Donc, je n'ai pas d'a priori. Et effectivement, je pense que elle ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, comme on dit, mais que c'est le mal-être d'une jeune fille parisienne du début du XXIe siècle. Moi, je prends ça comme un cri, une demande d'amour, une demande de tendresse, une demande d'amitié. C'est écrit un peu mode, parfois il y a même des préciosités. Dès la page 10, il y a le mot épêche, E-P-E-I-C-H-E-S, bon, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est un oiseau. J'ai peur parfois qu'elle s'écoute un peu écrire, comme on dit. J'espère qu'elle n'a pas écrit 2 livres à la fois, c'est-à-dire le premier et le dernier. Mais je pense que c'est prometteur. Ça c'est pour faire mon intéressant. Je pense que c'est prometteur parce qu'il y a quand même beaucoup de préciosité, beaucoup de bonheur d'écriture. Enfin, c'est quand même pas Françoise Sagan, ce n'est pas non plus Max Duveuzy. Et c'est personne ne sait qui est Max Duveuzy. Non, c'est ça, j'allais. Si, il y en a qui savent. C'est un extrêmement mauvais auteur qui a écrit. C'était des romans à l'eau de rose. Son écriture était épêche. Oui. Justement, j'avais trouvé un autre titre pour ce livre qui est quand même assez mince. C'était Guerre et paix. Bonaldi. Je l'ai pas aimé, plus précisément. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas un livre de femme? En fait, c'est vrai. On arrête tout de suite, sinon je vais me fâcher. D'accord, bon, voilà. Hein? Alors, arrête avec ce genre de truc. Je rentre pas dans le livre, donc c'est un livre de femme. Pardon, non. C'est un livre écrit par une femme qui parle de ses problèmes de femme que jamais nous on aura, en particulier le problème de ses règles, excusez-moi d'y revenir, avec quelque part un petit peu d'anorexie, le fait qu'elle n'ait pas eu de câlin de la part de sa maman, qu'elle soit inconnue, il y a une inconnue il y a 3 mois qui lui a pas écrit, je sais pas qui c'est, enfin c'est peut-être, je sais pas quoi, elle est peut-être lesbienne, j'en sais rien, on comprend pas bien, j'arrive pas à rentrer dedans. Vous avez mis 28 jours, il paraît, à le lire, c'est vrai. Non, c'est vache. Mais attendez, alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais juste dire un truc, ça coûte 11 €, ça fait 80 pages, ça se lit en 1 heure, ça veut dire achetez-le
pour vous faire une idée à partir des 5 personnages qu'on en parlait aujourd'hui. Parce que voilà un livre qu'il faut lire, même si, comme moi. Celle qui ne parle pas, encore un mot à ajouter sur ce livre? Pourquoi il faut encore meubler jusqu'à... Non, pas du tout. Moi, je vais arrêter de prendre des types qui ont fait de la radio depuis un moment parce que ils connaissent toutes vos ficelles. Pas du tout. Mais... La preuve, on se retrouve après la pub. Amen. On va se gêner jusqu'à 18h et c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Alors écoutez, tout à l'heure, en début d'émission, Pierre Bouteiller nous a confié qu'il était un adepte de votre chronique. Ça en fait déjà un, Serge. Ça me fait très plaisir, j'ai été très longtemps adepte des siennes. Parce que vous n'avez pas toujours que des complices autour de cette table, on le sait. Pierre Bénichou, Pierre Sled et quelques autres, parfois contestent vos méthodes. Et d'autres, comme moi, parfois ne les comprennent pas, tout simplement. Mais alors là, je dois dire, puisque j'ai eu en exclusivité votre chronique du jour, cher Serge, je dois dire que là, les deux chansons qui se ressemblent vraiment. Hein. John Lennon et Véronique Sanson. Racontez-nous. Bon, alors, donc la chanson de John Lennon est forcément antérieure. Elle date de 1971, le fameux album de Imagine. Elle s'intitule Jealous Guy, un mec jaloux. Et puis alors, vous avez Véronique Sanson qui, un an plus tard, enregistre sous la férule de Michel Berger un album et la chanson s'intitule Une nuit sur son épaule. Et ces deux chansons-là, eh bien, vous allez voir, il y a des ressemblances par endroits. Enfin, il faut quand même être un petit peu attentif, hein. Mais vous verrez déjà la tonalité, le rythme, l'orchestration nous permettent d'en faire un petit duo. Et si moi j'ai vu la ressemblance, je pense que quand même c'est gagné d'avance. Oui, et vous allez voir, c'est John Lennon qui donne le départ à Véronique Sanson. C'est parti. Je l'ai regardé sourire. Il m'a parlé de la vie. Maintenant, je peux m'endormir. Une nuit sur son épaule. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I'm just a jealous that you was trying to hide, and my heart was beating fast. I'm just a jealous guy. Tout simplement, bravo Serge, on croirait un duo. Voilà, c'est ça. Il en a fait un duo, hein. Ah non, là c'est bien vu. Là, vous méritez de revenir la semaine prochaine. Oh, c'est vachement sympa. Je remercie quand même 3 auditeurs qui ont orienté mes recherches. Ah, il a fallu ça quand même, 3 auditeurs pour que vous en arriviez Ah bah là. oui, il en faut plusieurs, oui. Guillaume, Jean-Michel et Patricia. Bon, on coupera le cachet donc en 3 comme d'habitude. En 4. Et la chanson flash du jour concerne Ben Laden qui a envoyé une cassette aux Américains. À mon avis, ça va être suivi d'une petite promo pour une télévision sur Al Jazeera, un show avec des plumes et des paillettes. Après quoi court Ben Laden? Je pose la question. Confiné dans son bunker avec plein de barbus autour, écoutant pour se distraire les cassettes de ses discours. Ben Laden doit se faire chier plus souvent qu'à son tour. C'est un homme des cavernes qui sait se faire respecter. Avec les femmes de son harem, il l'a d'ailleurs prouvé. Il voulait qu'elles mettent les voiles, elles se sont barrées. Depuis il vit du père sur nos petits écrans. On se demande à quoi ça sert. Moi je crois que j'ai tout pigé de passer à la télé, ça le fait bander. Depuis il vit du père. Bravo Serge. Et moi qui ai l'oreille, j'ai remarqué que cette chanson ressemble à Canter dans le désert de Jean-Patrick Capdevielle. Bravo, vous allez prendre ma place à la rubrique. Allez, à lundi, bravo encore, merci. Allez, salut à tous. Un papier dans le journal Le Monde qui va intéresser Jérôme Bonaldi. Les autres, j'en suis moins sûr. Un papier sur l'embonpoint des chiens et des chats qui vivent dans les villes. En effet, ça n'intéresse personne Ça à part intéresse tout le Jérôme. monde. Ma petite chatte est à l'écoute. On dirait une contrepétrie. Oh là là là, dans quoi tu te lances, Gérard? Vous voyez du mal partout.
J'ai une petite chatte qui s'appelle Scarlett. Et elle voit souvent raide. C'est l'une. Non mais. C'est l'une de mes filles qui l'a Red nommée Butler, comme ça évidemment, quand hein. elle était petite. Ouais. Une de Autant mes on petites emporte filles l'a Miller. nommée comme ça. Et Scarlett écoute la Prends du radio. poids. Florence Amalou dans Le Monde nous raconte que l'obésité n'est plus seulement une épidémie humaine. Elle touche un tiers des 18 millions de chiens et de chats qui vivent en France. Ces animaux victimes d'une alimentation trop abondante et qui manquent d'exercice risquent, comme nous humains, de souffrir de diabète, de troubles gastro-intestinaux, de risques accrus de cancer, sans oublier le moins bon fonctionnement du foie. En effet, nous qui vivons en ville, oublions d'aller promener et de faire courir suffisamment souvent notre chien, notre labrador, une race très en vogue, a tendance naturelle à l'embonpoint, par exemple. Heureusement, les Ah, ce qui me fabricants touche. de pet food ont inventé le care food. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la croquette allégée. Mais ça se fait depuis longtemps. La croquette allégée. Ah bah oui, la croquette de régime. Moi, j'alterne dans les repas de Scarlett. Je mets un repas normal et un repas léger, Et absolument. tu prends de l'humide ou du sec? Moitié humide, moitié sec. Laurent, on va les laisser, je voudrais pas déranger. Non mais montre-moi tes animaux de compagnie, je te dirai qui tu es. Eh oui. On a une tendance à J'ai vieillir. un chien. Bah, enfin vous avez bon. quoi comme animal, Pierre? Oh, un pur bâtard. Un pur Ça bâtard. commence comme un labrador, ça se prolonge comme un dalmatien sans les taches et ça se termine en lévrier afghan. Oh là. Et mon toutou est puisque c'est sous forme de charade. Ah voilà, très bien, là j'applaudis. Mais je l'ai mis dans une hutte. Johnny Hallyday l'aurait mis dans une niche fiscale. Bon alors donc, il y a de plus en plus d'aliments diététiques pour chiens et chats. Ouais. Voilà. Et comme ça permet de les vendre plus cher. Mais ça marche vraiment. Mais oui, sans blaguer. Non, il y a une morphologie spécifique de l'estomac du chien. Il y a des vraies études qui ont été faites. Mais Jérôme Bonaldi, c'est des trucs hallucinants. Mais Incroyable. dans mon bureau, il y a un dossier pet food. J'adore le pet food, c'est Ça vachement bien. m'étonne pas de C'est toi. super intéressant le pet food. Il y a des aliments, par exemple, on a regardé comment est-ce qu'il pour éviter que le chien pète. Ça existe. Il y a des aliments Alors, c'est le spéciaux. pet, le pet ça food. m'intéresse. Vous avez vu ça, le chien pète. Ah ouais, le chien pète beaucoup. Et donc, tiens, on a mis une enzyme à l'intérieur, c'est une lipolase. Hop, le chien il bouffe et il pète pas. On a fait. Il y a des croquettes spéciales pour le Yorkshire. Le Yorkshire est tout petit et il a des dents qui poussent mal. Alors il faut qu'il travaille bien avec ses dents. Alors on lui fait une croquette qui est molle à l'intérieur mais dure à l'extérieur, mais pas trop grande pour Il y a des patrons comme ça. Ça, je dois dire que les c'est- chiens qui pètent, Laurent, L'univers de Jérôme le- Bonaldi est formidable. le vôtre, il faut bien le dire, pète Non, très souvent. il eût pété. Mais c'est fini. Il y a bien longtemps. Ce que j'aime bien, c'est à l'époque où il pétait, mais enfin, il me semble que c'était encore la semaine dernière. Ah non. À Vous n'avez l'époque, pas vu mon chien depuis je sais pas combien de Pas temps. Non, il l'a pas vu, mais je l'ai vu il y a moins d'un mois, à peu près. Bon. Et alors, chaque fois qu'il pétait, ce que j'aime bien, c'est l'air de profonde satisfaction sur le visage de Laurent, qui fait un immense sourire, ravi que ce ne soit pas lui, évidemment, qui soit en cause, et Non, c'est parce que c'était moi. Bon, un peu de musique, ça va nous changer. Un oui, peu parce d'air que fera là, du bien. Véronique Rivière, à 20h, tous les soirs au théâtre de 10h. C'est excellent. Et pendant la chanson, alors que j'aurais apprécié, cher Pierre Bouteiller, que vous écoutiez. mais je l'ai écouté. Je vais même vous cette chanter chanson, les premières mesures. vous si nous avez voulez. raconté une anecdote, je dois dire, cher Pierre. Alors là, vraiment, j'aurais voulu que vous en fassiez profiter. Non, écoute, Laurent, oui. je voudrais être correct avec Pierre. Non, mais il faut a qu'il dit apprenne les qu'il règles ne de cette voulait émission. pas qu'on raconte l'histoire. Il ne voulait pas. Bon, je vais la Alors, raconter à sa place. Voilà, on va pas dire, Moi, en tout cas, il va on va pas l'inventer. dire que c'est lui qui nous l'a raconté. Moi, je ne me souviens de rien. Mais enfin, si Ce- vous avez une histoire à ce n'est raconter, pas- Gérard, oui. allez-y. Non, je crois que l'auditeur a le droit à la vérité et à la transparence. Alors, on la peut face dire- cachée de Pierre Bouteiller. On peut dire que c'est Pierre, lors d'un voyage officiel Oui. en Grande-Bretagne du président Mitterrand. Ils sont dans un carrosse, la reine d'Angleterre et le président Mitterrand. Il y a des chevaux, évidemment, qui tirent le carrosse. Et là, un des chevaux pète, voilà, tout simplement. La reine se tourne vers le président Mitterrand. Il fait « Oh, I'm so sorry !» Et le président Mitterrand, il fait « Oh, c'est pas grave, je pensais que c'était le cheval. » Voilà. C'est assez bien. Attendez, je vais la noter. Une précision, parce que quand vous avez dit I am sorry, vous l'avez dit avec un tel accent que je suis pas sûr que les gens ont compris. Donc la reine s'excuse. Monique Pantel, sans transition, nous attend au téléphone. Bonjour Monique, pour parler cinéma. Bonjour. Oh, bah vous n'avez pas l'air de dis bonne donc, humeur, alors. Monique Pantel. Qu'est-ce qui se passe? Mais si, la journée a bien commencé. Ah, tant mieux, tant mieux. Ce matin, et ça n'a pas l'air vrai, mais c'est vrai.
une petite coccinelle est venue sur mon lit. J'étais contente, je me suis dit, elle va me porter bonheur. Et puis tout d'un coup, elle s'est envolée. Et du bonheur, j'en ai bien besoin pour parler des films de la semaine. Aïe, aïe, aïe. Exagère, là, non. Si, moi, oui. Oh, quand même, il y a des tas de films dont on a pu saluer, en tout cas la presse a salué leur qualité. Alors, je sais pas, commençons peut-être par Orgueil et Préjugés. C'est le roman inusable de Jane Austen. C'est superbement filmé, c'est délicatement joué, c'est un bijou pour l'hiver. C'est fin XVIIIe siècle, une famille anglaise noble est fauchée à 5 filles à marier, c'est la cata. Un jeune homme débarque, paf, il tombe amoureux de l'aîné, tout va bien, mais il est accompagné d'un sale type, un sale con, qui méprise ces petits nobles de province, et la fille ravissante s'en aperçoit. C'est incompréhension et mensonge, préjugés et orgueil, justement. C'est la comédie de l'amour, c'est vraiment très bien filmé. Mais j'ose à peine chuchoter que je me suis un peu ennuyée. Orgueil et Préjugés, Isabelle Motro. C'est délicieux, c'est absolument délicieux. C'est une espèce de rayon de soleil dans notre hiver. Si tu peux pas dire le contraire. Et je trouve je peux le dire. Ce que j'ai trouvé réussi dans Orgueil et Préjugés, dont effectivement on connaît l'histoire pour l'avoir déjà vu et revu, c'est que on est dans le sentimental, dans le romantisme, mais pas dans la mièvrerie. Alors passons au secret de Brokeback Mountain, dont toute la presse a dit que c'était un chef-d'œuvre. Alors, mais vous, Monique, qu'est-ce que vous nous dites? C'est un chef-d'œuvre, il faut y aller. Je demande pardon à tout le monde. Mais ce beau film couvert de prix et d'épithètes dithyrambiques m'a laissé froide comme une vieille cheminée abandonnée. J'avais tout pourtant, les Kleenex, l'attente d'un grand film, d'une grande émotion. C'est vrai, c'est très bien filmé. Le paysage est sublime, les acteurs sont jolis, sont magnifiques. Avec mon copain Jake Gyllenhaal que j'ai découvert la semaine dernière. Ils sont formidables, mais les larmes ne sont pas venues. Le début, c'est très bien. Quand les deux cow-boys se retrouvent dans la montagne pour garder au moins 1000 moutons, je les ai pas comptés, quand ils rient ensemble... Vous êtes endormi. Ouais, heureusement que tu les as pas comptés, oui. Quand ils rient ensemble, quand ils se regardent et quand à la faveur d'un orage, ils se réfugient tous les deux dans la tente individuelle et qui commencent à découvrir le plaisir entre hommes, j'ai été emballée, émue et tout ça. C'est l'amour est toujours beau, surtout quand il frappe à cette attitude de cow-boy, pas du tout homo. Mais bon, là, c'est magnifique, hein. C'est la révélation, et puis ensuite, pour moi, hein, je dis pour moi, hein, ça s'est gâté. Le secret de Brokeback Mountain, Isabelle Motro. Moi, j'ai pas du tout économisé mon émotion, contrairement à Monique. Je trouve que effectivement, la découverte de l'amour est très très bien filmée, très belle et très subtile. Après, justement, ça reste quelque chose de plein d'émotions, puisque précisément, comme dans Orgueil et Préjugés, c'est assez extraordinaire que ça sorte en même temps. Ils sont empêchés de vivre cette histoire d'amour et par le contexte et par eux-mêmes, puisque l'un des deux n'a pas le courage de finalement de larguer sa femme et tout ça et de dire de faire son outing, quoi. Ça se passe dans les années 70 et dans l'ouest des États-Unis, et ça rigole pas du tout, quoi. Il y a quand même des gens qui meurent pour ça, il y a des gens qui sont lynchés. Passons à une comédie française, Un ticket pour l'espace, signé Cad et Olivier pour le scénario et aussi pour l'interprétation, mais c'est un film réalisé par Éric Lartigot. Alors, ça l'a Monique. pas fait rire. Alors, dans le cinéma, mercredi matin, régnait le silence des grands espaces, où se déroule ce film futuriste, la pesanteur sûrement. Donc, pour redresser le budget, je crois, de l'exploration du ciel, on a l'idée formidable de vendre des tickets pour l'espace, des tickets à gratter. Les deux gagnants auront droit à un voyage spatial. Cas de part, il est énervant, il agace tout le monde. Guillaume Canet, l'autre gagnant, lui, il est mystérieux, on comprendra pourquoi. Marina Foix zozote et André Dussolier dirigent tout. Il se passe plein de trucs, mais ça casse pas le mur du son. Hein. Isabelle Motro. Moi, j'ai beaucoup ri. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Je trouve qu'il y a, mais non, il y a plein de, Il y a un auditeur qui est pas content après vous. Il s'appelle Pierre-Marie parce que mardi à la télévision, vous avez conseillé aux téléspectateurs d'aller voir ce film. Il dit, j'aime beaucoup Isabelle Motro. Je suis pendu à ses lèvres lors de ses conseils cinéma. Je voudrais lui dire qu'elle me doit 2 places car je suis allé voir le film de Cad et Olivier. Ça lui a pas fait rire. Où rien n'a fusé. Voilà, mais je continuerai à l'écouter quand même. Ah non. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un ordinateur de bord. En plus, il y a plein de clins d'œil parce que vous vous souvenez que dans 2001 Odyssée de l'espace, il y a un ordinateur de bord qui s'appelle Hall et qui est le héros du film de Kubrick. Bon, et ben là, il y a un ordinateur de bord dans leur navette spatiale et il a la voix de Enrico Macias. Bandidas avec Penélope Cruz et Salma Hayek. Eh ben, Luc Besson,
producteur et scénariste, est aussi minimaliste, ce qui est bien. Son histoire tiendrait sur un ticket de métro. Il y a 2 bombes latines, unissent leur soutien-gorge pour débarrasser le pays d'un affreux américain qui veut tout acheter, tout racheter. Elle braque ses banques, seins en avant, elle les dévalise au lait dans la salle, ça somnolé, pas étonnant. Cruz et Hayek sont des créatures de rêve, ce qui est vrai, elles sont très belles. Mais c'est un peu... On oublie alors et on passe à Riviera, un film français. Évidemment, c'est pour ça que je voulais pas me lever ce matin. Avec Miu Miu et Elise Moon. Et c'est plutôt les dessous de la Riviera. J'ai à peine entendu parler de ce film d'ailleurs. J'ignorais même qu'il était sorti mercredi dernier. Ouais, J'ai vu ni Miu Miu ni Elise Moon, en tout cas faire la promo de ce film dans aucune émission de télévision alors. Elle est donc femme de chambre dans un palace de la Riviera, comme son nom l'indique. Elle les joue très bien, avec une grande dignité. Sa fille est pompon girl et stupide. Elle fait qu'embêter sa mère qui se saigne aux 80, comme on disait autrefois, pour l'élever. Mais pourquoi Miu Miu, qui joue si bien, a-t-elle l'étrange idée de glisser dans la chambre d'un client qu'elle trouve bien, Elise Moon, la carte du club où travaille sa fille? Alors vous vous en doutez, ça va finir mal, très mal, beaucoup plus mal que vous ne l'imaginez. Et voilà. Je suis désolée, hein. Je vais retourner à mon animal, là. Bon, bah, on va quand même retenir des conseils communs, même si vous avez quelques réserves sur la deuxième partie du film. On n'a pas parlé du Piccoli. Ah, alors allez-y, Piccoli. Ah oui, le film de Piccoli, c'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé, qui est une espèce d'étrangeté absolue, un film surréaliste qui met en scène la vie de 3 personnes, le mari, la femme et la maîtresse. La maîtresse étant une espèce de créature pneumatique envoûtante et toujours habillée de rouge. Et c'est extraordinaire parce que à la fois, moi, je me suis beaucoup ennuyée par moments et j'ai beaucoup ri à d'autres moments. Il y a plein d'audace dans ce film qui est vraiment, alors pas du tout politiquement correct à tous les niveaux. C'est-à-dire que déjà, la distribution, c'est quand même des gens, on ne voit plus des gens âgés, on va dire entre guillemets, sur les écrans aujourd'hui. Et il y a un humour extraordinaire. Il y a une espèce de bande-son qui nous fait tout à fait penser au film de Jacques Tati. Voilà, c'est une espèce d'ovni, un objet filmique non identifié. Moi, je recommande d'aller le voir si on a envie quand même de voir quelque chose d'inattendu. Parfait, alors on va retenir donc le film de Piccoli, c'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé, et quand même Le secret de Brokeback Mountain, conseillé par Isabelle Motro. Et Orgueil et Préjugés. Pour l'espace. Bon, on peut pas tout voir non plus. Merci Monique, à vendredi prochain. Ouais. On se dit nous aussi à lundi peut-être, enfin pas pour tous, hein, je vais en reprendre que certains, mais ça va pour une première, Pierre Bouteiller? Écoutez, mais c'est à vous de me le dire. Vous allez retrouver la sortie d'Europe 1? Je l'ai déjà connue. À lundi 16h30.